À la veille de la guerre, en 1914, quand on fredonnait gaiement cette chanson de comique troupier. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais. Attendu qu'on est, tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Chef-lieu du Pas-de-Calais. On était loin de s'imaginer que 4 ans plus tard, l'ami Bidas n'aurait sans doute pas retrouvé sa maison natale, puisque Arras sera rasé à 80%. Et ça n'avait pas traîné d'ailleurs. La guerre avait commencé le 3 août de 1914 et il ne s'était pas passé un mois avant que l'ennemi ne traverse la ville. En octobre 1914, après la bataille de la Marne, une pluie d'obus sera fatale à l'hôtel de ville et au beffroi. Les nouveaux bombardements de juin et juillet 1915 détruiront plus de 100 magnifiques pignons des demeures flamandes sur les 155 que comptait la Grand Place. Les travaux de reconstruction entrepris dès 1919 ne s'achèveront qu'en 1934. C'est sur la petite place que se dresse l'hôtel de ville qui a aujourd'hui retrouvé sa noblesse du XVIe siècle et le fier beffroi qui culmine à nouveau à 75 mètres sous les nuages. Depuis 1945, en souvenir des héros de la Résistance, la petite place est devenue la place des héros. La bataille d'Arras a été envisagée lors de la deuxième conférence de Chantilly en novembre de 1916. Pourquoi le choix d'Arras ? Parce qu'à cette époque, la ville était devenue une base militaire dans laquelle les Tommies pouvaient secrètement préparer une grande offensive contre les lignes allemandes. Cette bataille est celle d'une guerre mondiale par excellence, puisqu'elle a mis en présence des soldats venus des 5 continents. Face à une armée allemande, les Alliés affichaient des divisions qui étaient pour le moins cosmopolites, puisque dans les rangs britanniques, outre des Gallois, des Irlandais et des Écossais, on comptait de nombreux courageux venus des lointains dominions de la couronne de Sa Gracieuse Majesté. À la fin de 1916, le travail accompli par les Néo-Zélandais à Arras, sous Arras plus exactement, est absolument fantastique. Pendant 6 mois non-stop, ils se sont en effet transformés en creuseurs, en tailleurs de craie. Ils ont travaillé à percer près de 22 km de tunnels pour héberger les 24 000 hommes appelés à se lancer dans la bataille. C'est le lundi 9 avril de 1917 à 5h30 du matin que 20 000 hommes ont subitement jailli des entrailles de la terre arageoise pour foncer vers les tranchées ennemies avec effet de surprise garanti. Ces souterrains au fond desquels s'est préparée la plus grande attaque surprise de la Première Guerre mondiale ont été baptisés carrière Wellington du nom de la capitale de la Nouvelle-Zélande d'où venaient les soldats transformés en tunneliers. Aujourd'hui aménagée en précieux mémorial, cette carrière permet de découvrir ce qu'était la vie des soldats en attente de l'assaut du lundi de Pâques de 1917. Un peu nostalgique sans doute, à 19 000 km de chez eux, ces infatigables tunneliers n'oubliaient pas de jalonner leur parcours en donnant à telle ou telle salle quelques noms de villes de leur chère Nouvelle-Zélande. On songe à Russell, à Auckland, à Nelson et à Wellington, bien sûr. Les Allemands occupaient la colline de Vimy depuis octobre de 1914. Jusqu'alors, toutes les tentatives pour la reprendre avaient été vaines. Il a fallu le terrible assaut du 9 au 12 avril pour que 4 divisions canadiennes parviennent à s'emparer de la Crète. Mais à quel prix ? Plus de 10 000 soldats alliés ont en effet été tués ou blessés lors de cette offensive. Un impressionnant mémorial a été dressé pour que l'on se souvienne de leur sacrifice pendant la Première Guerre mondiale. C'est à Vimy, dit-on, alors qu'ils se trouvaient réunis dans le même combat, que l'esprit de nation a soufflé sur ces hommes venus de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick. Vimy, ou le premier pas vers l'autonomie canadienne. Aujourd'hui, sur les parois du monument, à 2 tours blanches, on a gravé les noms de 11 285 soldats canadiens manquant à l'appel, morts sur le sol de France. À partir de 1916, les Britanniques ont utilisé le petit cimetière du quartier de la ville d'Arras, qu'on appelle le faubourg d'Amiens, pour y enterrer leurs soldats qui tombaient par centaines. La paix revenue, on s'est employé à l'agrandir pour y loger au total quelques 2650 tombes de soldats du Commonwealth de la Première Guerre mondiale.
Ce cimetière est aussi le mémorial de la bataille où sont gravés les noms de 35 000 soldats britanniques qui n'ont pas de sépulture connue et qui sont tombés dans le secteur d'Arras. Ce sont les soldats écossais qui ont libéré le village d'Atip dès le 9 avril 1917. Aussi a-t-on dressé en leur honneur une tour, un cairn, monté à la celtique avec des blocs de granit venus d'Écosse, au lieu dit le Point du Jour, au bord de la route Arras-Douai. Les Australiens se sont lancés à 2 reprises à l'assaut de la ligne allemande sur la commune de Bullecourt. Une première fois le 11 avril de 1917, une seconde le 3 mai suivant. Au total, près de 10 000 hommes y seront tués ou blessés. Depuis 1993, dans le parc mémorial australien, on a inauguré, en hommage à ces courageuses victimes, la statue d'un soldat surnommé le Digger, le creuseur, celui qui tente de se mettre à l'abri du feu ennemi. Ce sont les soldats de Terre-Neuve qui se sont illustrés sur la colline de Monchy-le-Preux. En souvenir de leur sacrifice et de leur bravoure du 14 avril de 1917, on a dressé au village, sur les ruines d'une fortification allemande, un fier caribou de bronze, le symbole du courage des Terre-Neuviens. Le monument dédié à la 37e division britannique rappelle la prise du village au 2e jour de la bataille. Il est visible près de l'église. 3 cimetières britanniques jalonnent les chemins de la commune. La bataille d'Arras s'est achevée le mercredi 16 mai de 1917. Elle a donc duré 38 jours d'un terrible massacre, une véritable boucherie, puisque si l'on sait qu'elle a été fatale à près de 160 000 soldats britanniques et à presque autant d'Allemands, on atteint ce chiffre difficilement imaginable de 8 000 pertes par jour. À la fin des hostilités, la cité des Arageois ressemblait à un vaste champ de ruines. Ville martyre, détruite à plus de 80%, elle allait pourtant renaître de ses cendres. Ses monuments classés, son hôtel de ville, son beffroi, l'abbaye Saint-Va, sa cathédrale et ses maisons aux façades de style baroque flamand allaient en effet, fort heureusement, être reconstruits à l'identique comme avant la tourmente, permettant à la cité de retrouver sa splendeur architecturale.